Donc, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire sur la thématique des fake news et de la désinformation. Ce webinaire s'inscrit dans la collection Les sciences sociales dans la cité et c'est organisé par le département de Changes. Et pour ce webinaire, on est en collaboration avec le laboratoire de psychologie. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir 4 intervenants issus de disciplines différentes, donc psychologie, droit, sciences politiques, qui vont pouvoir répondre aux interrogations que suscite ce sujet. Donc, comment déceler le vrai du faux dans l'information qui nous est diffusée, la qualité, l'impact et la crédibilité des informations qui nous sont communiquées, quels impacts ont les réseaux sur notre jugement et quelles sont les conséquences pénales pour la désinformation et bien d'autres questions encore. À la suite de ces interventions, on aura un petit temps d'échange pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Vous avez le petit onglet questions-réponses dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc, je propose qu'on commence tout de suite ce webinaire avec notre première intervenante, donc Clémence Faugère, qui est docteur en histoire du droit et ingénieure de recherche au CNRS, Centre européen de sociologie et de sciences politiques. La main est à vous. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors je crois tout d'abord que c'est Aurélien qui va commencer. Oh, Euh, pardon, oui. voilà, Pardon. cette séance pour nous faire un point terminologique. Donc je lui cède tout de suite la parole. Du coup, oui, en propos un peu introductif, en fait, rappeler les différents concepts qu'on va aborder ce soir. Donc, l'idée, en fait, c'est de partir d'un terme qui a été proposé par Claire Wardle et Hossein Derakhshan et qui a été publié pour le compte, en fait, du Conseil de l'Europe. C'est le concept de désordre informationnel qui va, du coup, recouper, en fait, différents termes qu'on pourrait considérer être de la désinformation et en fait qui sont un petit peu plus subtils, ce qui va permettre un peu d'y voir un petit peu plus clair en fait dans tous ces concepts. Donc le premier, c'est la mésinformation, ce qu'on va considérer être en fait une information fausse qui va être diffusée sans intention de nuire. On va retrouver aussi la malinformation, une information qui est factuelle mais qui va être diffusée dans le but de nuire. Et enfin, la désinformation, qui est une information qui est fausse, diffusée dans le but de nuire. Et plus particulièrement, en fait, donc la fake news, c'est une sous-catégorie de désinformation qui vont avoir la particularité de se présenter comme des informations médiatiques, mais qui en réalité ne respectent pas ce qu'on va appeler des normes éditoriales, c'est-à-dire des processus assez normalisés, des procédures pour garantir la crédibilité, la fiabilité des informations, notamment toujours avoir une source, essayer d'être impartial, être prudent lorsqu'on présente des faits et recouper les différentes sources. Il y a d'autres concepts qui peuvent être reliés. Il y a les rumeurs. Donc, la différence, c'est que les rumeurs, donc c'est des informations qui sont incertaines en situation d'ambiguïté. Les rumeurs n'ont pas forcément toujours un but de nuisance et peuvent être positives aussi. Il y a aussi le ragot, le commérage, donc qui a une portée un peu plus limitée dans un cercle social plus restreint, et le canular qui peut être considéré comme une fake news par certains auteurs, qui va avoir une tonalité humoristique et qui peut parfois être pris à tort comme vrai et qui peut devenir par effet boule de neige une fake news. Voilà, je m'arrête ici pour le moment. Alors je vais prendre directement la suite d'Aurélien. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Maëlys et donc Aurélien pour leurs propos introductifs. C'est un plaisir de participer à ce séminaire. Donc, si dans le langage courant, l'on emploie volontiers l'anglicisme fake news, en droit français, cette expression, elle n'existe pas, et on va lui préférer bien les expressions de fausses informations ou encore de fausses nouvelles. Donc, ces propos constituent en droit une infraction, c'est-à-dire une violation d'une loi sanctionnée par le droit, et ceci tient au fait que la liberté d'expression n'est pas totale, comme l'indique l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité actuel. Donc, pour rappel, ce texte dispose que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cela signifie que les propos tenus par un agent pénal engagent ce dernier et qu'il doit en répondre devant les tribunaux en cas de non-respect de la loi. C'est le principe fondamental de la responsabilité. Aussi, les lois qui permettent de sanctionner les fausses informations sont nombreuses. Je vous propose de les envisager rapidement afin de revenir dans une perspective historique sur la répression des fausses nouvelles. Le texte de référence dans la lutte contre les fausses informations est la loi du 29 juillet 1881, qui est un texte qui est issu de la Troisième République et qui trouve encore à s'appliquer aujourd'hui. La lutte contre les fausses informations peut prendre la voie de l'application de plusieurs infractions. La première infraction que l'on peut relever, c'est l'infraction de diffamation. La diffamation, c'est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. À ce titre, peu importe que le fait peu importe le fait, il faut qu'il soit suffisamment précis pour faire l'objet, sans difficulté, d'une vérification lors d'un débat contradictoire devant les tribunaux. En effet, la diffamation offre comme moyen de défense aux prévenus l'exception de vérité qui permet, à travers l'étude de cette exception, la relaxe dès lors que la vérité des faits peut être prouvée. Donc ça permet de différencier ce qui relève des affirmations qui sont vraies des autres affirmations. Au-delà de ce texte, c'est l'article 27, modifié par ordonnance 2000, qui vient véritablement envisager les fausses nouvelles, puisque l'article 27, donc je vous fais grâce de vous lire l'entièreté du texte, mais simplement dans l'incrimination, vise la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler. Donc vous voyez que ce texte, il pose en réalité 4 conditions afin d'analyser les fausses nouvelles. Un acte de publicité, l'inexactitude des informations publiées, l'intention de publier des nouvelles erronées et enfin un trouble à la paix publique. Donc ce que l'on voit à travers ces conditions de l'infraction qui sont cumulatives, c'est que le législateur vient à la fois protéger la vérité comme valeur fondamentale, mais également il vient protéger la liberté d'expression, la liberté d'information, puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre à la fois la libre expression d'une opinion, le pluralisme de l'information et le délit dans un souci de sauvegarde de la démocratie et des droits de l'homme. Au-delà de ces infractions contenues dans la loi de 81, permettent de lutter contre les fausses informations d'autres textes qui sont contenus dans différents codes. Donc, je pourrais citer tout d'abord l'article 322-14 du Code pénal, qui incrimine le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être commise. Donc là, on a un cas extrêmement précis de fausse information. Et enfin, je citerai la loi la plus récente, la loi du 22 décembre 2018, qui vient s'emparer directement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'elle se nomme « Loi contre la manipulation de l'information ». Donc cette loi, elle vient s'adapter à l'heure du numérique et vise à endiguer la diffusion de fausses informations pendant la période de campagne électorale, c'est-à-dire dans un temps extrêmement précis. Alors, elle crée notamment une nouvelle voie de référé civil qui permet de faire cesser la diffusion de fausses informations durant les 3 mois qui viennent précéder un scrutin national. Et le juge, quand il est saisi, il va apprécier dans une période extrêmement courte, une période de 48 heures, si ces fausses informations tombent sous le coup de la loi ou non, ce qui permet de les interdire. La loi, elle prévoit en outre tout un système de régulation, d'obligation de transparence pour les plateformes numériques du type Facebook, Twitter, Instagram, lorsqu'elles diffusent des contenus contre rémunération. En outre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, peut également empêcher, suspendre ou interrompre la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger ou sous l'influence de cet État, dès lors que ces contenus portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Donc, on comprend à travers cette loi de 2018 que le droit vient prendre en compte à la fois les nouveaux médias, les nouveaux supports de l'information, mais également les enjeux stratégiques internationaux qui sont sous-tendus par le jeu des fausses nouvelles. Donc, je laisse cette question de côté parce que je pense que le professeur Laurent reviendra plus avant sur cette question, notamment de guerre hybride. Aussi, à la lecture de cette loi de 2018, eh bien, il y a des questions tout de même qui demeurent sur la définition même de la notion de fausse information, ce qu'on avait un petit peu essayé d'esquisser en introduction. Alors, le législateur, il donne des pistes, il donne l'idée que ce sont de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un scrutin. Donc, il vient un petit peu baliser, mais il reste qu'il y a certaines questions qui sont soulevées par chère liberté d'expression, professeur Thomas Hockman, des incertitudes qui viennent du flou des infractions qui sont contenues dans la loi. Par exemple, l'expression inexacte ou trompeuse peut laisser place à de l'interprétation. Il y a certains termes qui sont, sans être inexacts, qui sont absurdes, mais qui vont être difficiles à être qualifiés de faux ou de vrais. De la même manière, l'expression de nature à altérer la sincérité du scrutin peut être difficile à cerner, car il faut que le juge puisse à l'avance savoir quel sera le rôle d'une information sur un scrutin qui ne s'est pas encore tenu. Donc, on comprend à travers cette loi qu'il y a toute une tension entre les libertés du citoyen et également la liberté d'expression. Enfin, au niveau du droit international, le droit européen s'attache également à lutter contre les fausses informations. On notera la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle du 21 avril 2021 qui tente de poser quelques obligations de transparence. Malgré ces textes qui ouvrent une voie à une position européenne, l'Union européenne laisse les États membres légiférer de leurs compétences en la matière. Alors, il y a quand même des supports qui sont mis en place, notamment un site de l'Union européenne qui venait répertorier toutes les rumeurs et les fausses informations sur l'épidémie de Covid-19, mais ce sont des appuis, ce sont les États qui légifèrent en la question. Donc, après avoir évoqué ces éléments, ce cadre juridique, je voudrais faire un petit retour sur la notion de fausses nouvelles à l'aune de l'histoire. Le phénomène des fausses nouvelles, il n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est ancien, simplement il va connaître une évolution qui naît du développement des moyens de communication à grande échelle à l'heure d'Internet. Les fausses nouvelles existaient déjà sous l'Ancien Régime, mais leur circulation s'accélère et se densifie avec le développement de la presse qui est rendu possible par le développement à la fois quantitatif et qualitatif du lectorat. Donc, c'est cette évolution des supports qui pousse les pouvoirs publics à intervenir par un ensemble de normes. Ces normes, elles ont la spécificité d'être toujours circonstanciées, puisqu'elles répondent à un besoin identifié des institutions étatiques afin de lutter contre des fausses nouvelles qui se multiplient à un moment précis. Il s'agit alors toujours de replacer ces lois dans leur contexte, qui est le travail de l'historien et de l'historien du droit. François Ploux indique à ce sujet que les fausses informations ont souvent pour point commun, au XIXe siècle notamment, je vais me concentrer sur cette période qui est la plus proche de nous et qui a beaucoup de résonance encore aujourd'hui. Ces fausses informations, elles ont pour point commun d'être de nature politique et de s'inscrire dans un contexte d'un imaginaire à la fois politique et social. Elles reflètent les craintes, les peurs d'une population à un moment donné qui trouve à se développer dans un contexte social et économique souvent difficile. Tel est le cas notamment en période de disette, de crise économique ou encore d'épidémie. Une fausse nouvelle, écrit l'historien Marc Bloch, n'est toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance. C'est ainsi une combinaison entre un événement, une situation et un ensemble de schèmes qui sont intégrés par les individus. Au XIXe siècle, François Ploux remarque que les fausses nouvelles, qui se comportent par l'écrit ou par l'oralité, puisque ces deux moyens viennent à se compléter, s'orientent souvent autour de thèmes qui sont semblables.
des fausses nouvelles relatives au pouvoir, maladie du chef de l'État, complot en cours contre la forme de gouvernement, fausses nouvelles relatives aux impôts et mesures fiscales à venir, crainte relative à l'éclatement d'une nouvelle guerre qui va hanter tout le 19e siècle et particulièrement en Troisième République, crainte relative à l'éclatement et bien également donc, de nouveaux conflits, et implication des élites dans les malheurs de la population, avec toute cette idée du complot aristocratique qui va émailler le 19e siècle. Si la désinformation fait l'objet d'une attention particulière, c'est qu'elle peut, à terme, bien évidemment, avoir des conséquences concrètes sur le cours des événements, notamment politiques. Les rumeurs et fausses nouvelles ont joué un rôle important dans l'avènement de la Grande Peur de 1789, comme l'a exposé l'historien Georges Lefebvre. Également, les historiens Bernard Ménager et Alain Corbin ont montré comment la circulation de rumeurs a pu contribuer notamment à l'enracinement du bonapartisme dans les campagnes à l'aube du Second Empire. Aussi, derrière la volonté de protéger la vérité, les précédents historiques témoignent également d'une relation complexe entre pouvoir politique, lutte contre les fausses nouvelles, qui a pu petit à petit évoluer vers une lutte idéologique. Je vous citerai à ce titre 2 exemples rapides. L'article 8 de la loi du 9 novembre 1815 est destiné à faire obstacle au déferlement des rumeurs qui ont suivi le rétablissement de Louis XVIII sur le trône. Il est précisé que sont coupables d'actes séditieux toute personne qui répandrait ou accréditerait soit des alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales, soit des bruits d'un prétendant rétablissement des dîmes ou de droits féodaux. Donc on voit que cette loi, elle s'inscrit dans un ensemble de mesures qui visent à lutter contre les partisans en faveur soit de l'Empire, qui vient de tomber, soit qui propagerait des idées en faveur d'une nouvelle révolution. Cette infraction, elle disparaît en 1819 avec les lois de Serres. Je citerai enfin une dernière loi qui est prise à la suite du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte à travers le décret du 2 février 1852, dont l'article 40 dispose que ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses auront surpris ou détourné des suffrages, seront punis d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an, d'une amende de 100 à 2000 francs. L'objectif, il est alors, cette fois-ci, de lutter contre les fausses nouvelles, mais surtout de lutter contre l'opposition républicaine. Donc, ce que l'on voit, c'est que, à travers la lutte de la désinformation, qui est fondamentale dans le fonctionnement de la démocratie, il y a également une donnée qu'il ne faut pas perdre de compte, c'est que les précédents historiques nous montrent que parfois, derrière la lutte contre la désinformation, il peut y avoir également une forme de répression politique qui, sous couvert de protéger la vérité, veut en réalité imposer une vision de la société. Et ces questions du 19e siècle ressurgissent encore aujourd'hui lorsque l'on pense notamment à la lutte contre la désinformation dans les systèmes non démocratiques, où sous couvert de la lutte pour la vérité, en réalité, c'est une vision de la société qui se trouve imposée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Clémence pour cette intervention très intéressante. Je rappelle au public qu'il peut poser des questions dans le petit onglet Q&R en dessous, donc n'hésitez pas à commenter. Et je laisse la parole à Sébastien Yves Laurent, qui est professeur en sciences politiques. Voilà, la main est à vous. Maëlys, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Bordeaux qui organise ce séminaire. Je suis ravi d'être là avec vous. Mon propos sera assez court et je prends la suite du docteur Clémence Faugère en rebondissant immédiatement. Elle a dit un certain nombre de choses très importantes, mais je vais tout de suite me déplacer un peu par rapport à elle en examinant la situation actuelle et du point de vue international. Elle a évoqué les débats, pseudo-débats liés à l'épidémie de Covid et l'importance des phénomènes de désinformation, les actualités tragiques que sont les conflits, notamment la guerre en Europe, c'est-à-dire la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, donne lieu aussi à toute une série de jeux d'information. Et c'est de ce point de vue-là que je vais examiner le sujet. Alors, le premier point, c'est de se demander qu'est-ce qu'une information.
On l'a vu en écoutant Dr Faugère. Euh, Finalement, ce qui est peut-être le point de référence du droit dans tous les pays, elle a cité là le cas français, mais c'est analogue dans d'autres pays, c'est que en creux, le droit va discriminer par rapport à quelque chose qui est la vérité. Et finalement, les juridictions ont à se prononcer par rapport à ce qu'elles estiment être une vérité, une certaine vérité. Le mot est tellement important, tellement fort que d'ailleurs, la notion de vérité n'est jamais reprise directement du point de vue de la justice. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que cet élément qui est information et vérité, le respect que l'information doit à la vérité, eh bien, à l'échelle internationale, ça n'a pas de sens. Parce que le droit international ne dit rien de solide sur l'information. Il reconnaît, ce droit international, une sorte de droit à l'information pour les citoyens dans leur pays. Mais l'information internationale, celle qui circule sur nos écrans de smartphone, celle qu'on peut voir à la télévision, elle n'a pas de statut juridique. Et précisément, dans le contexte de très forte désinformation depuis la pandémie de Covid, tous les gouvernements s'en sont aperçus. Les gouvernements discutent entre eux de ce qui pourrait être un embryon de statut juridique international pour l'information internationale. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de solide. Donc l'échelle internationale amène tout de suite, on le voit, un décalage par rapport à notre vision traditionnelle de l'information, où les codes, notamment le code pénal et aussi le code civil, disent tous les deux un certain nombre de choses sur ce qu'est l'information. Donc en fait, il faut, lorsqu'on regarde l'international, une définition à minima. Et c'est ce que je vous propose en retenant que l'information, c'est vraiment très minimal, vous allez voir, c'est un contenu, c'est un énoncé. Vous voyez, c'est simple, hein, ça tient en un mot. Mais on ne peut pas aller vraiment au-delà. Ce qui est important, c'est qu'il faut revenir à l'origine de l'information. Et finalement, cette information, c'est un peu paradoxal, mais on a le sentiment implicitement que l'information, c'est un contenu brut ou c'est un contenu finalement assez neutre. Et en fait, on oublie, si on prend la racine latine, et le latin est quand même une langue commune à beaucoup de langues occidentales, donc retrouver une racine latine, ça a du sens, c'est que informare, ça veut dire donner une forme. Donc en fait, un énoncé, un contenu, une information, c'est un énoncé, un contenu, mais qui a une forme. C'est-à-dire que celui qui émet une information lui donne une forme. Alors, ce n'est pas seulement une forme dans le langage, c'est ce que veut dire en fait la racine latine, c'est qu'il s'agit de donner une forme pour avoir un effet. Et ça, je crois que c'est assez intéressant à considérer, notamment à l'échelle internationale. Le droit dit ce qu'est une information, la psychologie, on l'a entendu avec Aurélien Brest il y a un instant, et Théodore Alexopoulos reviendra là-dessus, a aussi une certaine vision de l'information, la sociologie, bref, toutes les disciplines, toutes les connaissances, même en mathématiques, en informatique, une information, ça a un sens. Bon, laissons de côté ces définitions un peu techniques et disciplinaires et regardons ce que c'est véritablement une information au-delà de toutes ces différences. Eh bien, l'information, c'est une mise en forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette approche de l'information a tendance finalement à insister sur les effets, sur le récepteur, pas tellement sur l'émission en soi d'une information. C'est-à-dire que celui qui dit une information, il a un projet pour celui qui la reçoit. Et c'est de ce point de vue-là que en quelques minutes, je voudrais dire un certain nombre de choses sur le rôle de l'information à l'échelle internationale. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs publics, les États, ou les acteurs privés, des grandes sociétés, Facebook par exemple, vous verrez que mon exemple n'est pas pris au hasard, ont un regard sur l'information, ils en font finalement un outil. L'information, elle est pensée comme un outil pour parvenir à un but, et on peut dire même que pour beaucoup de ces acteurs, l'information, elle a une dimension offensive. J'ai dit offensive, c'est-à-dire que j'ai employé un vocabulaire militaire. Je le fais à dessein parce que on constate que les acteurs publics et privés ont une vision, et dans certains cas même des doctrines, qui transforment l'information en une arme. Et c'est la raison pour laquelle on parle, ce n'est pas véritablement nouveau, hein, mais on parle de guerre de l'information. Et
on voit aujourd'hui assez aisément qu'en guerre, il y a un usage de l'information. La guerre d'Ukraine nous le montre. Mais regardons une situation qui n'était pas une situation de guerre. Chose égale par ailleurs, la pandémie qui nous a touchés. Il y avait une guerre de l'information sur les origines et les effets de l'épidémie au moment de l'épidémie. Bon. Donc on voit bien que les grands acteurs, les acteurs de très grande taille, qui sont repérables à l'échelle internationale, ils ont un usage avec cette volonté de mettre en forme ce contenu, ces énoncés. Alors on pourrait penser que, eh bien, si on suit un peu l'actualité internationale tragique, à quelques milliers de kilomètres de chez nous, eh bien, ce serait une forme, une origine russe. Il y a des cas de journalistes et d'autres gens qui expliquent que finalement, il y a un art russe de la désinformation, voilà, bon, qui remonte aux origines de l'État soviétique. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une thèse récente qui a été soutenue à Sorbonne, qui a étudié les doctrines stratégiques russes et qui a montré qu'en fait, les Russes, depuis une trentaine d'années, avaient fait de l'information un élément central de leur stratégie au plus haut niveau, mais que, et ça c'est très important, c'était une réplique à ce qu'ils percevaient comme étant une vision américaine. Et la thèse de Dimitri Milik la montre très très bien, et c'est tout à fait contre-intuitif, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes répliquent à une utilisation offensive de l'information qui est en fait d'origine états-unienne. Donc, quand on regarde d'un peu plus près, on constate qu'effectivement, ce sont les États-Unis qui ont élaboré des doctrines pour l'État américain d'emploi offensif de ce qui nous apparaissait jusqu'alors comme étant relativement neutre. Bon. En soi, une information est neutre. Ce qui est très intéressant, c'est que la pensée stratégique américaine, en gros depuis la guerre froide, a conçu l'information comme étant un élément d'une relation de conflictualité. Je vais vous donner quelques exemples. On le doit à un ingénieur de chez Boeing, qui travaillait dans une compagnie aérienne, en 1976, Thomas Rona, qui installe dans le débat public américain, en 1976, la notion d'information war. Il écrit un petit livre qui s'appelle Weapon System and Information War, c'est-à-dire les systèmes d'armes et la guerre de l'information. Et à partir de ce moment-là, la notion de guerre de l'information est installée dans la doctrine stratégique américaine. Et c'est à cela notamment que réagisse à l'époque l'Union soviétique en élaborant sa propre doctrine. Donc ça me paraît un point tout à fait important. Et le deuxième point, c'est de considérer que dans les années 70, cette conception a encore relativement peu d'effet. Les évolutions technologiques, c'était un peu induit dans ce que disait le premier intervenant, ont eu des effets majeurs. Je vais être très clair, la période qui suit la fin de la guerre froide a entraîné la multiplication de concepts stratégiques par les grands États, les États-puissances, qui ont revendiqué l'usage de l'information comme une arme. J'évoquais le cas des États-Unis avec la notion d'information war, et il y a de la guerre de l'information à la guerre hybride, toute une série de termes qui sont assez synonymes. Donc voilà, pour l'installation du débat aux États-Unis. Mais prenons le cas d'une autre puissance, la Russie précisément. En 1999, la Russie installe aux Nations Unies, dans ce grand forum international, elle dépose toute une série de documents, je passe sur le détail, en revendiquant, en anglais, je ne peux pas le dire en russe, la notion d'information weapon. Et la Russie fait avancer, elle est soutenue par pas mal d'États, dont la Chine d'ailleurs, elle défend l'idée que l'information est effectivement, on peut la weaponiser, c'est-à-dire la transformer en une arme, et que les États doivent conserver la souveraineté sur l'information qui circule dans leur espace. Donc on voit que dans le cas de la Russie, il y a une vision qui est tout à fait particulière. Dernier cas de figure, le cas de la Chine. La Chine a revendiqué ouvertement en 2006 dans une publication officielle, traduite depuis, qui s'appelle La guerre hors limite, que l'information était une composante très structurante d'une guerre qui est parfois une guerre qui n'est pas un conflit armé. Et c'est là que l'on glisse de la guerre classique à la guerre de l'information. Mais vous voyez que les États-Unis, la Russie, la Chine, je ne vais pas citer tous les États parce qu'ils sont assez nombreux, ont, pour les grands États qui ont une puissance, et notamment une puissance militaire, mais également une puissance technologique, ils ont développé des doctrines
qui ont endoctriné l'information, mais qui l'ont endoctrinée dans un sens conflictuel. Et troisième point, j'arrive bientôt à ma conclusion, c'est que toutes ces doctrines, elles ont un point commun, c'est qu'elles revendiquent l'usage de l'information avant la guerre. Il est évident qu'elles disent que dans le cas d'un conflit armé ou d'une guerre, l'information a sa place, mais toutes ces doctrines, à commencer par les États-Unis, qui l'ont véritablement inventée, toutes ces doctrines disent que l'information doit permettre d'instaurer un rapport de force permettant à celui qui utilise l'information dans le sens d'une arme de faire valoir ses intérêts et finalement, presque dans certains cas, d'éviter la guerre. Il s'agit finalement de gagner l'avant-guerre par un combat dans l'information. Autrement dit, les États ont des intérêts de puissance, d'influence, je passe là-dessus, je pourrais y revenir, mais une des façons d'imposer leur puissance, c'est notamment d'utiliser l'outil ou l'arme informationnelle. Et il est évident que ces doctrines disent aussi, par ailleurs, que si on doit aller à la guerre, on utilisera de façon prioritaire, pas seulement les canons et les fusils, mais aussi l'information dans le cadre d'un conflit pour accompagner le conflit qui se déroule dans un environnement physique cinétique, on peut dire. Bon. Je voudrais, avant de terminer, développer très rapidement deux points. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est que ces doctrines ont connu une application. On passe de la théorie à l'exercice pratique, en raison principalement de l'évolution technologique. Ça, je pense qu'on peut le comprendre assez facilement. Et d'ailleurs, c'était un peu ce que disait le premier intervenant. Il y a, de mon point de vue, on a entendu une historienne, le Dr Fogère, il y a un instant. À mon avis, il y a deux étapes, enfin, c'est pas à mon avis, d'ailleurs, c'est ce que disent les travaux. Il y a deux étapes importantes. Milieu des années 90, avec la démocratisation du web, avec les moteurs de recherche, qui démocratise les usages internationaux de l'information. Et milieu des années 2000, une quinzaine d'années après, le web de zéro, les réseaux sociaux, qui sont des médias sociaux, 2004, Facebook, 2006, Twitter, etc. Bon. Ce qui est important dans cette transformation radicale de l'information, c'est ce que l'on peut appeler une désintermédiation de l'information. Jusqu'alors, il y avait des groupes médiatiques, des journalistes, des organes de presse ou de médias qui étaient une médiation pour produire de l'information. Désormais, surtout depuis les réseaux sociaux qui ont fait naître les médias sociaux, eh bien, vous qui nous écoutez, vous pouvez être producteur d'informations et on voit que voilà, beaucoup de gens délivrent des contenus informationnels, créent leur propre chaîne sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, voire même sur TikTok, etc. Bon. Donc, ce phénomène de désintermédiation de l'information, il a pour effet de multiplier les productions d'informations. Et finalement, nous tous, on se retrouve avec nos téléphones dans des environnements saturés d'informations, c'est-à-dire dans des environnements saturés de désinformation ou de malinformation, si on suit les définitions intéressantes qui ont été données. Alors, je conclue véritablement en essayant de regarder, parce que le propos de Clémence Fogère, il y a un instant, semblait nous dire qu'il n'y avait pas grande nouveauté, et je la suis en grande partie. C'est-à-dire que je suis assez d'accord, par exemple, que le 19e siècle a été très abondant en production de grands événements historiques qui sont liés à des phénomènes d'information. Ça, c'est absolument évident, notamment les grandes mutations révolutionnaires, etc. Alors, si on regarde maintenant dans des environnements numériques actuels, quelles sont les formes anciennes et nouvelles, pour essayer de voir s'il y a une évolution dans le temps. Ce qu'on constate, c'est que les formes anciennes de campagnes d'information, ce que nous on appelle les jeux d'information et de désinformation, ne sont plus des campagnes d'opinion qui sont menées en achetant de la presse. Hein. Dès le 19e siècle, la Russie, l'Empire tsariste achète la presse française pour que les épargnants français achètent des bons russes pour financer le chemin de fer en Russie. Et donc, la Russie achète déjà des députés français pour qu'ils votent des dispositifs favorables à ces emprunts russes. Bon. Donc, on voit que voilà comment faisaient les Russes à la fin du 19e siècle, c'est très documenté. Aujourd'hui, on constate que ceci se fait, mais sur les médias sociaux, et qu'il y a des campagnes, là pas individuelles, mais des campagnes orchestrées par des États, et notamment par la Fédération de Russie, de fausses informations, je pense aux campagnes russes anti-françaises, là où la France a des intérêts, au Mali, par exemple, et au Burkina Faso. Mais il y a, et je m'arrête là-dessus, un usage tout à fait nouveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les environnements numériques donnent aux campagnes de désinformation
des possibilités qui sont là tout à fait nouvelles. Je pense à deux manifestations que vous avez peut-être, vous qui nous regardez ce soir, dont vous avez peut-être vu les effets. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing. C'est le fait, par exemple, que sur Twitter, en utilisant des agents, des robots finalement, des robots numériques, ces robots numériques vont simuler des courants d'opinion sur Twitter. C'est-à-dire que les robots numériques vont ensemble, de façon plus ou moins coordonnée, se renvoyer des informations pour vous faire croire, par exemple sur Twitter, qu'effectivement, il y a un courant d'opinion qui naît en faveur de telle ou telle idée. Autre cas, vous avez peut-être plus vu, parce qu'on le voit, c'est ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire qu'on va utiliser les merveilles que nous permet aujourd'hui l'intelligence artificielle pour mettre dans la bouche d'une personnalité importante, par exemple l'ancien président Barack Obama, un discours complètement faux, mais qui est avec sa voix, où Barack Obama insulte le président Trump. Donc on voit qu'aujourd'hui, la désinformation a des moyens et des espaces de production qui sont très largement internationalisés et qui génèrent en partie des tensions entre les États. Voilà, je rends la parole à mes camarades. Merci beaucoup, Sébastien Yves Laurent, pour cette intervention. Je réinvite les participants à poser leurs questions dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà, donc n'hésitez pas à commenter davantage. Je laisse la parole à Théodore Alexopoulos, qui est professeur en psychologie sociale, et à Aurélien Brest, qui est doctorant en psychologie. Vous pouvez y aller. Très bien, merci beaucoup. Je vais commencer. Donc, alors, merci pour ces interventions donc, très intéressantes qui vont me permettre finalement de faire le lien avec ce qu'on veut raconter avec Aurélien. Donc, comme il a été très justement dit, donc, on a affaire à un phénomène très ancien qui remonte même, on peut le faire remonter jusqu'à l'Antiquité finalement. Ça peut être responsable de la chute de l'Empire romain ou des choses comme ça, sous d'autres formes. Et c'est vrai que, ce qui a déjà été dit, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, représentent des médias qui sont propices à la diffusion de fausses informations. Et c'est comme ça, finalement, que cette thématique est redevenue un peu, on va dire, d'actualité. Alors, la grande question, cela a été évoqué, donc, c'est comment stopper la diffusion des fake news. Et donc, mon collègue Sébastien Yves Laurent donc, a très bien analysé la situation. Donc, il faut pouvoir se situer à tous les niveaux, de la personne qui va produire en fait cette information jusqu'au récepteur. Et c'est vrai que donc on a des solutions à tous les niveaux, au niveau des auteurs, des concepteurs, si vous voulez, qui produisent ces fake news. Il y a le cadre législatif, comme il a été développé par Clémence Faugère, donc la loi contre la manipulation de l'information en France, mais sous d'autres formes plus ou moins sévères en fonction des pays. Il existe aussi la démonétisation, puisque effectivement, les personnes qui vont construire les fake news ont parfois des motivations financières. Donc, si l'on empêche finalement le gain financier, ça peut aussi décourager cela. Donc, au niveau finalement des sites de publication, il y a tout simplement, purement et simplement, le blocage de ces sites web avec le hosting et aussi l'interdiction de trafic vers ces sites. Au niveau des plateformes de partage et des réseaux sociaux, du coup, on va avoir différentes stratégies qui vont donc agir directement sur les informations. Il s'agit soit de les taguer ou les labelliser. On a des exemples donc par Google ou par Facebook, les cacher, les déclasser ou voire les supprimer. Dans ce cas-là, effectivement, on va devoir s'appuyer sur des fact-checkers. Et donc là, ça peut être l'intelligence artificielle, des êtres humains qui sont derrière et qui sont à la traque de ces informations, ou une combinaison des deux. Et finalement, on arrive au niveau des récepteurs, des utilisateurs, et effectivement, comme il a été souligné, donc une première possibilité, c'est la littératie numérique, l'éducation au numérique, et aussi, cela passe par une meilleure compréhension en fait des facteurs cognitifs, émotionnels, motivationnels, c'est-à-dire mieux comprendre comment les individus traitent les informations sociales sur ces réseaux-là, et donc d'où l'intérêt d'une approche psychologique en fait des fake news. Alors, je vous donne donc un exemple. Donc, on peut en psychologie étudier les fake news soit en utilisant des données déjà existantes, en allant les puiser donc dans les réseaux, dans les plateformes, etc.,
ou on peut faire ça aussi en laboratoire. Donc là, je voulais, à titre illustratif, vous donner un exemple de protocole expérimental type qui permet un peu d'isoler les facteurs qui peuvent déterminer en fait la consommation, la diffusion de fake news. Donc typiquement, ce qu'on fait en laboratoire, c'est qu'on va exposer les participants à des informations, on va manipuler la véracité, donc on va avoir un nombre équilibré, donc on peut avoir 12 fake news, 12 informations authentiques. Donc ici, je vous donne des exemples. Donc typiquement, dans les études Princeps, c'est des news qui respectent un peu les news un peu à la type Facebook, avec une photo, un grand titre et 2 lignes de description. Et comme donc, les études Princeps se sont de manière prioritaire intéressées à l'information politique, on peut aussi manipuler la direction partisane. C'est-à-dire qu'on va avoir une sous-partie des fake news qui va être pro-démocrate et une sous-partie qui va être pro-républicain. Et c'est la même chose pour les informations authentiques. Donc, dans ces exemples, par exemple, à droite, on peut voir voilà, une information concernant l'assassinat potentiel de Donald Trump. Donc, ça, c'est une fake news. Et à gauche, on a une vraie news par rapport aux activités d'entreprise de Donald Trump. Et concernant les mesures, ben, on a plusieurs mesures possibles, mais les 3 donc, principales, c'est notamment donc, la question « Avez-vous vu ou entendu parler de cette histoire ?» Donc, pour voir si les gens ont été exposés au préalable à ce type d'informations, comme on peut parfois en sélectionner des véritables qui ont circulé sur la toile. Et du coup, il y a les 2 items qui nous intéressent le plus particulièrement. C'est, au meilleur de vos connaissances, quelle est l'exactitude de l'information présentée. Ici, on va mesurer la perception d'exactitude. Pas du tout exact à tout à fait exact. Et du coup, le partage. Donc, partageriez-vous cette information en ligne via Facebook ou Twitter? Oui, non. Alors, du coup, ce type de protocole nous amène donc à plusieurs phénomènes types qui sont étudiés. Donc, tout d'abord, on s'intéresse au discernement de la vérité. Donc, en anglais, c'est truth discernment. Et c'est typiquement donc l'exactitude dans la discrimination entre vraies et fausses nouvelles. Donc, ici, on va avoir, je vous montre ci-contre, donc un pattern typique qui est que finalement, on va juger les news authentiques comme vraies et les fake news comme fausses. Et donc, en fonction de variables, cette tendance peut être plus ou moins marquée. Donc ici, indépendamment de l'idéologie, qu'elle soit congruente ou moins congruente, donc on essaie de voir la perception, la discrimination entre vraies et fausses nouvelles. Et du coup, on va également avoir un autre phénomène qui est intéressant, donc c'est le biais de partisanerie, partisan bias en anglais. Donc ici, on va regarder l'effet de congruence de l'idéologie dans la croyance globale. Et donc ici, le pattern de réponse typique attendu serait que des informations qui sont congruentes avec notre idéologie vont être jugées comme vraies, peu importe leur authenticité, et des informations qui sont incongruentes avec notre idéologie vont être jugées comme fausses. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut étudier ces phénomènes et ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce sont les facteurs cognitifs et affectifs qui vont soit accentuer ou réduire ces tendances. Alors, ici, un petit topo maintenant pour vous parler du lien entre croyance et partage, diffusion de fake news, parce que traditionnellement, si on observe une diffusion massive de fake news, cela peut être pris de manière spontanée comme un déterminant que les fausses croyances sont partagées au sein d'une société ou d'un groupe donné. Mais en fait, le partage ne signifie pas forcément croyance, et donc il y a des données comme ça qui sont récoltées. Donc, ça a été observé dans le cas d'informations politiques, mais aussi à propos de la COVID-19. Donc là, je vais juste vous présenter à manière purement illustrative donc des données dans ce sens. Donc ici, donc c'est une recherche de Penny Cook en 2020 sur donc le tout début de la COVID. En fait, les gens doivent déterminer si on a la mesure d'exactitude en fonction de l'authenticité, donc en fonction de si l'information est vraie ou fausse. On va regarder la tendance des participants donc à détecter en fait cette authenticité. Et on voit ici que la différence donc, entre la barre jaune, les vraies informations, et la barre verte est importante. Donc les gens ici sont capables de discriminer entre le vrai et le faux. Par contre, quand on leur demande de diffuser en fait ces informations, on voit que la différence entre la barre jaune et la barre verte
n'est pas vraiment là. Donc, finalement, ce qui nous amène des données qui nous amènent à penser que les individus peuvent partager des informations fausses ou réelles sans trop réfléchir. Alors, dans cette recherche, donc, je vais vous parler aussi d'une mise en place d'un nudge donc, qui consistait à orienter les individus vers l'exactitude, donc avant de décider de partager des news liées à la COVID-19. Donc ici, dans cette recherche-là, on demandait aux gens, donc, avant la phase de partage, d'évaluer l'exactitude d'une seule information, qui était plutôt de nature politique, donc rien à voir avec la COVID, avant la tâche de partage. Et donc, ici, dans cette étude, on a vu que donc, dans la condition contrôle, donc, on reproduit l'effet en fait, du partage, c'est-à-dire que les individus ont tendance à partager les informations vraies comme fausses, et lorsqu'on les oriente vers l'exactitude, on voit qu'ils vont davantage partager. Donc, la différence entre la barre jaune et verte ici donc, est significative. Donc, ça veut dire que les gens peuvent, suite à ce nudge, discriminer même par rapport au partage. Donc, les individus partagent des informations fausses, traditionnellement, mais qu'elles ou ils seraient pourtant capables d'identifier comme telles. Donc, il suffit de les nudger un peu, comme on a vu, de les orienter, par exemple, vers l'exactitude. Et ceci est dû au fait aux caractéristiques attentionnelles par rapport à l'environnement de plateforme, dont je vais laisser Aurélien parler de ça. Et du coup, dans cette étude aussi, on voit, et Aurélien va en parler, que les individus qui se basent davantage sur leur intuition différencient moins les vraies des fausses informations. Donc, la manière dont on va traiter les informations va être importante. Voilà, donc, je laisse la main à Aurélien pour la suite. Merci, Théodore. Donc, justement, la question de l'intuition. Je vais vous faire en fait, je vais vous soumettre une petite question pour rendre la chose un peu ludique et concrète. C'est une question donc, qui est issue d'un test en psychologie qui s'appelle le Cognitive Reflection Test. Cette question, la voici. Si vous courez une course et que vous dépassez la personne en seconde position, à quelle place êtes-vous? Donc, je vous laisse y réfléchir un petit peu avant de donner la réponse. La réponse correcte, c'est la seconde position. C'est une réponse qu'on va considérer être le fruit d'une pensée analytique. Je vais revenir là-dessus juste après. Mais il y avait une autre réponse que vous avez peut-être pensé intuitivement, c'est la première position. Et en fait, la particularité de ce test, c'est de proposer des petites énigmes, des petites questions qui vont vous inciter en fait à proposer une réponse qui va sembler intuitivement correcte au départ, mais qui en fait s'avère être fausse. Là, pareil, par exemple, on se dit, bon, bah, je suis second, je dépasse, je deviens premier. Alors qu'en fait, non, en dépassant le second, je prends sa place et je deviens second. Et donc, en fait, avec cette distinction entre pensée analytique et pensée intuitive, il y a un modèle qui est le modèle que je vais vous présenter, le modèle de Pennycook, qui est un peu le modèle général, le modèle en tout cas le plus influent aujourd'hui sur la question de la croyance aux fausses informations et qui s'appuie donc sur cette distinction entre une pensée intuitive et une pensée analytique. Donc, l'idée, c'est lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on est en train de scroller, de naviguer, comme on dit, et on tombe face à une information. Cette information attire notre attention et on va émettre un jugement à propos de l'exactitude de cette information. On peut se dire, bah, tiens, la NASA considère que le changement climatique, c'est quelque chose de tout à fait normal, naturel. L'homme n'a aucun impact sur ce changement-là. Si la NASA le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc là, j'ai mis un jugement qui va être davantage lié à donc, cette pensée intuitive. Intuitivement, ça me semble correct puisque c'est la NASA qui le dit. On peut aussi faire davantage preuve de pensée analytique, c'est-à-dire creuser un peu plus en disant
je mobilise mes connaissances sur la NASA et je me dis, tiens, c'est quand même bizarre que la NASA émette ce type de jugement, sachant ce qu'elle a pu dire par ailleurs. Ou je vais aussi me dire, tiens, quel est ce site internet qui me propose cette information? frsot.net, je ne connais pas. Donc, pensée analytique, ça demande un peu plus de temps, un petit peu plus d'effort. On va essayer de creuser un peu plus sur ce que propose cette news et on va potentiellement la rejeter comme fausse. Donc, au-delà en fait de ce modèle qui est finalement très simple, hein, qui dit voilà, on a une pensée intuitive et une pensée analytique, il y a d'autres facteurs qui vont venir impacter la croyance aux fausses informations. Le premier, c'est la familiarité. Il y a des travaux en psychologie qui sont assez classiques maintenant sur cette question. En fait, plus une information vous paraît familière, autrement dit, plus vous y avez été accoutumé, plus elle vous a été répétée, et plus elle paraîtra crédible à vos yeux, plus vous lui donnerez de poids, de vraisemblance. Là, il y a vraiment quelque chose, par exemple, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, vous voyez apparaître une information qui peut prendre plusieurs formes et dont le contenu est plus ou moins le même, et ben à force, sa crédibilité va augmenter. Il y a aussi un autre facteur qui est assez important, c'est la validation d'hypothèses. Vous avez une opinion au préalable, vous tombez nez à nez avec une information qui convient parfaitement à ce que vous pensez au préalable, ben, vous allez accorder un peu plus de poids à cette information que si elle allait à l'encontre de vos opinions initiales. Il y a aussi la notion de source de confiance. Là, typiquement, c'est pour ça que j'avais pris l'exemple de la NASA, c'est que, et on peut tout à fait le comprendre, si la NASA émet un jugement, a priori, elle possède une certaine expertise scientifique, donc on pourrait, disons, lui donner, on pourrait lui faire confiance, c'est-à-dire on la laisse opérer le traitement informationnel, on délègue ce traitement à la source et on y adhère de manière un peu plus intuitive. Et enfin, il y a le rôle des émotions en général. Alors, ça a été proposé, c'est quelque chose qui est un peu débattu. On travaille là-dessus actuellement avec Théodore. Mais voilà, les émotions en général causeraient davantage de croyances aux fausses informations. Elles viendraient un peu empêcher la pensée analytique, le raisonnement profond de se manifester. Et donc, justement, ce qui irait davantage rejeter les fausses informations, ce qui nous permettrait donc de les juger comme davantage fausses, il y aurait tout simplement donc, la notion de raisonnement, en fait, aller essayer de traiter l'information un peu plus en profondeur. Il y aura l'attention aux détails, essayer de ne pas aller trop vite et de se plonger un peu dans ce qui est proposé, regarder la source et mobiliser des connaissances préalables en se disant, moi je sais certaines choses par ailleurs, est-ce que ça recoupe ce que je pense? Donc, tout ça nécessite du temps et nécessite une certaine motivation. Comme le disait Théodore, il y a la question de la croyance, mais il y a aussi la question de la diffusion. Donc, évidemment, le premier facteur qui peut venir en tête pour expliquer la diffusion de fausses informations, ça va être le facteur justement d'exactitude. On se dit, l'information elle est vraie, chouette, je la partage. En fait, c'est un facteur parmi d'autres et c'est un facteur qui n'explique pas complètement les différentes motivations au partage des fausses informations. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que la dimension de l'intérêt que peut apporter, que peut contenir l'information par-delà le fait qu'elle soit vraie ou fausse, est un facteur qui est extrêmement important à prendre en compte. Il y a aussi un facteur qui a été beaucoup étudié en psychologie sociale, c'est le rôle, alors moi j'appelle ça, ça va faire parler, mais en fait c'est le rôle de lien social donc, diffuser une information va renforcer le lien social entre les individus parce que ça va créer de la discussion, ça va créer des échanges, ça va créer des réactions, parfois des réactions émotionnelles notamment, et ça va donc renforcer le lien social entre les individus. Donc, il y a une fonction sociale au partage de l'information. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve sur les réseaux sociaux et aussi, disons, dans la vie non virtuelle. Et enfin,
Il y a un autre facteur qui est important, c'est un facteur un peu plus cynique, en fait, là, qui va être si l'information, peu importe que l'information soit vraie ou fausse, si elle est assez intéressante, si je peux l'instrumentaliser, alors je vais la partager. On retrouvera notamment ces questions un peu de guerre cognitive, guerre informationnelle. C'est donc un aspect voilà, plus cynique, plus conflictuel. Avant d'en terminer, je voudrais simplement dire deux, trois mots sur disons la réalité du phénomène en ligne, parce qu'on commence en fait aujourd'hui à avoir des données sur la proportion de fausses informations en ligne. Je veux simplement vous attirer votre attention sur le fait que les données que je vais présenter ici sont des données qui sont issues de conceptualisations différentes de ce que c'est qu'une fausse information. Là, il faut toujours faire un peu attention aux chiffres qui sont présentés parce qu'en fait, ils découlent de définitions différentes. Et là, en fait, les définitions dont sont issues les données, en fait, considèrent non pas l'information en tant que telle, mais son émetteur. En fait, de manière méthodologique, c'est plus simple en fait de considérer qu'un émetteur d'information diffuse de la fausse information en général, que de considérer l'information directement en disant, OK, cette information est vraie, cette information est fausse. Donc là, on se situe donc à l'échelle de l'émetteur, du média qui va diffuser des fausses informations. Donc l'idée, c'est de dire qu'un média qui va être identifié comme ayant un historique de désinformation va être considéré comme un média de désinformation. Alors, c'est un vocabulaire qui n'est pas forcément utilisé, je reviendrai là-dessus, mais en gros, en tout cas, qui propose des informations non fiables. Donc, aux États-Unis, c'est une étude qui a été publiée dans Science il y a quelques années. Aux États-Unis, en fait, la part de fausses informations que je vous ai entouré ici et qu'on peut retrouver en fait en haut de chaque petite colonne, là, c'est réparti par âge. La proportion de fausses informations dans la diète médiatique, dans la consommation d'informations médiatiques chez les Américains est relativement faible en proportion. Toujours garder en tête que elle a beau être faible en proportion, elle peut avoir elle peut être cependant très importante, elle peut avoir un impact, des enjeux qui restent importants. Une désinformation, 30 secondes d'exposition à une désinformation peut avoir un impact tout à fait conséquent. Seconde étude qui a porté sur, voilà, aussi pareil, sur l'environnement informationnel. Là, ce qu'on voit, ce qui peut être assez intéressant, c'est de voir qu'il y a disons, une proportion plus grande de fausses informations dans la diète médiatique des supporters de Donald Trump que chez les supporters d'Hillary Clinton. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y revenir parce qu'en fait, c'est assez patient d'essayer de comprendre cette différence-là. La réponse, elle n'est pas si simple que ça. Donc voilà, j'y reviendrai avec grand plaisir si vous avez des questions là-dessus. Sur Facebook, on commence à avoir des données. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Je passe les détails de comment est-ce qu'on a eu les données. Là aussi, c'est assez intéressant. Il y a des enjeux qui sont très, très importants d'accès aux données. Mais en gros, voilà, les données sur Facebook, on se situerait plutôt autour de 2-3% de fausses informations. Ce qui peut être assez important, variable, parce que ça concerne des milliers voire des millions en fait, de données. Enfin, une dernière un petit aperçu de cette question, toujours aux États-Unis. La part de fausses informations diffusées sur Facebook, en fonction de l'âge et en fonction du parti politique. Donc, on retrouve sur la question du parti politique, on retrouve les républicains, les supporters de Donald Trump qui ont diffusé plus de fausses informations sur Facebook. Et on retrouve aussi, alors il faut bien regarder, on est sur des petites proportions, hein, mais malgré tout, il y a cette différence-là. Donc les personnes plus âgées auraient tendance à diffuser davantage de fausses informations. Là aussi, je passe les détails, mais potentiellement, comme en parlait Théodore, la littératie, l'éducation aux médias peut ici jouer un rôle. Peut-être que ces personnes un peu plus âgées n'ont pas forcément les codes des réseaux sociaux et sont peut-être moins à même de distinguer. Il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, je pourrais y revenir.
En France, on a fait une petite étude avec Laurent Cordonnier, un collègue, sur la part de fausses informations, toujours médiatiques. Nous, on a parlé plutôt d'informations fiables et d'informations non fiables, dans la diète médiatique d'un panel représentatif de la population française. Ce qu'on a retrouvé, c'est que ça correspond à peu près à 5% du temps, du temps d'information, du temps de visite sur des sites d'information, et ça correspond à 0,16% du temps total de connexion Internet. Voilà, pour vous donner un peu l'ampleur du phénomène. En termes de répartition, on avait catégorisé en fait les différentes sources de non fiables, et on retrouvait donc beaucoup d'informations pièges à clics, c'est-à-dire dont le titre est trompeur et ne correspond pas à la réalité du contenu, ce qu'on peut considérer comme une source de désinformation, et de la désinformation un peu plus généraliste. C'était avant le Covid, donc la question de la santé était moins présente. Voilà. Et pour finir, je voudrais vous présenter ce qui peut, du point de vue de la psychologie, donc vraiment, être des pistes pour lutter contre la désinformation. Il y a des pistes qui ont été proposées pour lutter contre la croyance aux fausses informations. Je vais y revenir. Je vais parcourir ça rapidement et on pourra y revenir ensuite si ça vous intéresse. Donc, il y a l'inoculation. Donc, l'inoculation, c'est une technique en psychologie qui se rapporte un peu à la métaphore de la vaccination. C'est-à-dire qu'on va présenter une fausse information sous un format qui est peu crédible et qui, en fait, va permettre à l'individu qui est exposé de se forger une opinion, de créer une défense contre cette fausse information. Et cette défense que la personne va acquérir face à une information peu crédible, il va pouvoir la mobiliser si, d'aventure, il se retrouvait confronté à une information fausse davantage crédible sur cette thématique. Ça fonctionne par thématique et ça fonctionne aussi avec les techniques. Enseigner les techniques de désinformation peut être une inoculation satisfaisante. Donc, il y a la question de la focalisation attentionnelle, l'idée de ne pas aller trop vite, de ne pas être trop stimulé, prendre un peu de temps pour s'intéresser aux détails des fausses informations. Ça, on peut le signaler, il y a des outils. Et motiver à davantage de raisonnement. L'idée, c'est de dire aux utilisateurs des réseaux sociaux d'aller croiser l'information, essayer d'aller croiser les sources, creuser un peu dans l'information. Il y a aussi des techniques qui ont été proposées pour lutter contre la croyance. Ici, en fait, il y a la réorientation attentionnelle. Donc, c'est l'idée, un peu comme ce dont parlait Théodore, en fait, c'est avant de partager une information, essayer de faire en sorte que l'utilisateur a en tête la motivation de ne pas diffuser de fausses informations. Donc, que l'individu ait en tête de se demander, de se dire que le critère d'exactitude de l'information est un critère important avant la diffusion de la fausse information, ce qui permet donc cette diminution-là. Il y a la dépolarisation de la communication. C'est quelque chose d'un peu plus général, mais en fait, l'idée, ça serait lorsqu'il y a une thématique qui va être fortement en fait, polarisée autour de groupes antagonistes, ben, il y a une tentation plus grande de diffuser de la fausse information pour aller soutenir son groupe. C'est un peu la motivation cynique dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, si on présente l'information de manière non clivante, la tentation pourra être moins grande. Il y a eu voilà, sur la question du Covid, par exemple, on voyait vraiment qu'il y avait des groupes qui se constituaient, et c'était des groupes presque identitaires qui allaient bien au-delà de la simple question de la santé. Enfin, il y a réformer les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une vaste entreprise, mais il faut jamais oublier que les réseaux sociaux ont une vingtaine d'années, donc c'est vraiment un chantier enfin, il n'y a pas de déterminisme sur cette question. Les réseaux sociaux peuvent évoluer. Et il y a des outils qui peuvent être utilisés pour rendre ces réseaux sociaux davantage sains d'un point de vue informationnel. Il y a des travaux qui ont été menés là-dessus. Je pourrais y revenir. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous deux. Je laisse la parole à Anne-Lise Zurich, qui fait partie de l'association Take-Off et qui va nous présenter l'association, ses missions brièvement, et ensuite on pourra passer à la phase de questions. Anne-Lise. Bonjour à tous. Donc moi, je suis journaliste et je fais partie d'une association donc, qui s'appelle Fake Off. On est spécialisé, donc c'est une association qui fait de l'éducation aux médias. On intervient dans les collèges et les lycées principalement. Et on est spécialisé dans la lutte contre les fake news, d'où le nom de l'association.
Voilà, ça a été créé par des journalistes suite aux attentats de Charlie Hebdo, parce qu'on a constaté que la désinformation faisait beaucoup de mal de manière générale, et puis aussi sur le milieu médiatique, puisque les fondateurs faisaient partie de cette entreprise qui était dans les mêmes locaux que Charlie Hebdo. Et c'était, vous savez, ces personnes qui ont filmé sur le toit. Et ensuite, il y avait eu beaucoup de rumeurs et de fausses informations comme quoi ils avaient été au courant que les terroristes allaient débarquer avant, etc. Donc, ils se sont dit, oulala, mais il faut qu'on ait un impact après sur la société, qu'on forme les gens pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Voilà. Et donc, on va dans les écoles pour faire ça. On a différents types d'interventions. Je voulais revenir un peu brièvement sur ce que disait Monsieur Laurent tout à l'heure. Alors nous, on distingue justement beaucoup. Alors déjà, une information, nous, on a une définition qui est qui est beaucoup plus élaborée que celle que vous nous avez donnée. Mais pour nous, c'est la définition de l'information du point de vue journalistique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un énoncé, c'est quelque chose qui est factuel et qui se distingue justement de l'opinion. Du jugement de valeur, etc. Et elle répond à ce qu'on appelle les 5 W+H dans notre profession. Donc, c'est qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Ça, c'est des bases qu'on donne aux jeunes pour leur permettre d'identifier une information, une rumeur ou d'une opinion. Il y a des vidéos du Clémy sur ce sujet qui sont très bien faites et sur lesquelles on les renvoie aussi. C'est totalement différent de donner une information au sens journalistique et de parler du dernier potin sur quelqu'un qui aurait fait quelque chose à titre individuel et qui n'a aucune incidence sur le monde. Voilà, il y a le côté de la valeur universelle de l'information aussi sur lequel on insiste. Et on fait aussi une distinction beaucoup entre les médias mainstream, les médias officiels, entre guillemets, et puis justement les réseaux sociaux qui ne sont pas des médias. Le fait que ce soit que les médias d'aujourd'hui, les médias mainstream et les réseaux sociaux, donc tout ce qui est plateforme, tout ce qui est TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Pour nous, ça, ce n'est pas des médias. On leur apprend vraiment à distinguer ce qui est de l'ordre de la chaîne de télévision, de la radio, des journaux ou des sites internet, mais où en général, derrière, il y a un média en place, déjà depuis un certain temps, un média officiel, et puis les réseaux sociaux sur lesquels on a à boire et à manger, voilà, et où ce n'est pas des informations à proprement parler qui sont diffusées, c'est du contenu. D'ailleurs, on parle de contenu rédactionnel souvent. Voilà, et on fait la distinction avec eux entre souvent ce qu'on appelle des youtubeurs, des instagrammeurs, enfin des influenceurs et des journalistes, où le travail de croisement des sources du journaliste est complètement différent de l'influenceur qui, lui, va diffuser principalement son opinion et non pas forcément des informations. Voilà. Alors après, je veux pas faire trop long. J'ai juste été interpellée par la question d'une internaute qui s'appelle Natacha, qui demandait si les médias d'opinion portaient une responsabilité dans la diffusion des fausses informations. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle média d'opinion. Pour moi, un média d'opinion, c'est par exemple le Canard enchaîné. Donc, le Canard enchaîné, même si c'est un média d'opinion, c'est un média qui est fait par des journalistes et qui, du coup, doit respecter la déontologie journalistique avec les droits et les devoirs des journalistes. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'il y a des sanctions derrière si jamais on diffuse de fausses informations. Quand je parle de sanctions, ça peut être des amendes, ça peut être de la prison, on peut se retrouver au tribunal et puis derrière, on perd notre travail. Ce qui souvent n'arrive pas du tout aux influenceurs. Et voilà, si après, derrière médias d'opinion, vous pensez par exemple à une émission comme celle de Cyril Hanouna, qui est une émission d'opinion, où les gens qui donnent leur opinion en ligne, enfin en direct, ne sont pas des journalistes.
Là, effectivement, s'il y a des fausses informations qui sont diffusées, on peut effectivement partir du principe qu'il y a un rôle dans la diffusion de la fausse information. Mais c'est toujours une question de savoir de quoi on parle. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Anne-Lise. On va entamer la phase de questions. Il y en a pas mal, donc je vais essayer de trier un petit peu tout ce qu'on a eu. On a une toute première question qui était dans le cas d'un procès autour d'une fausse information. Est-ce que la véracité de cette dernière est-elle à l'appréciation du juge ou a-t-il fallu statuer en amont? Et je pense que c'est plus pour Clémence Faugère, cette question. Tout le monde est libre d'y répondre. Oui, ben, écoutez, je vais répondre à la question si vous me le permettez. Alors oui, effectivement, la question est à régler à l'appréciation du juge et il n'y a pas comment dire, à statuer en avant enfin, sur cette question. Après, il faut distinguer aussi dans quel type de procédure on se trouve, à savoir si on est sur le fondement de la loi de 1881 ou sur le fondement de la loi de 2018. C'est-à-dire que, en termes de référé, le référé n'intervient que sur le plan civil et pas sur le plan pénal. Donc voilà, après, il faut distinguer, puisqu'en fait, en réalité, on a deux lois qui interviennent sur un sujet qui est semblable, sur une matière qui est semblable, seulement on va avoir des procédures qui vont différer. Alors, ça me permet de rebondir sur une question que j'ai vue passer également, sur la question de la responsabilité. Alors, idem, tout dépend de savoir sur quel terrain, quelle loi, en fait, sur quel fondement légal, hein, c'est comme ça qu'on dit en termes juridiques, on va se positionner. Si on est sur le fondement de l'article 27 de la loi de 1881, c'est un système qui est très particulier car c'est un système de responsabilité en cascade. C'est-à-dire qu'en réalité, la première personne qui est responsable, elle est donc posée par la loi. À défaut de la présence de cette personne, on descend en fait jusqu'à ce qu'on retrouve quelqu'un qui est responsable. Donc c'est un mécanisme qui est très particulier aux infractions de presse et c'est pas le même système avec donc la loi de 2018 où c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Alors là, je n'entrerai pas dans les débats techniques parce que déjà, c'est pas ma spécialité, cette loi, hein. Moi, je travaille davantage sur 1881. Et en réalité, tout dépend de la définition qu'on donne aux plateformes, à savoir si elles sont simplement hébergeurs, etc. Donc voilà, pour ces questions de responsabilité-là. Donc voilà, je vous engage à aller voir tout simplement sur Légifrance, la loi de 1881. Et vous verrez ce système de responsabilité qui est assez clair et qui, je pense, même pour quelqu'un qui n'a pas une formation de juriste, peut être facilement accessible. Voilà. Merci. Une autre question pour Monsieur Sébastien Yves Laurent cette fois. Donc, si on suit le propos de Monsieur Laurent, est-ce que cela ne s'approche pas de techniques de jeu comme on a dans le poker ou aux échecs? Analytique, rationnelle, la question est très bonne et très juste. On pourrait appliquer l'idée qu'il y a un jeu, d'information, et que les acteurs, comme au poker ou comme aux échecs, vont maximiser leurs intérêts en étudiant la position des pièces ou en supposant ce que les autres ont, par exemple dans un jeu de cartes, pour ensuite pouvoir jouer un coup qui est à leur avantage. Donc, comme idée, c'est très séduisant. Mais ça repose sur une idée implicite, c'est que les acteurs joueraient, comme dans un jeu comme les échecs ou le poker, un jeu rationnel. C'est-à-dire essayer de gagner et suivre son intérêt. Or, ce qui est très intéressant, je rebondis sur ce qu'ont dit mes collègues psychologues, c'est que la production de contenu informationnel, la production d'informations ou la réception d'informations est pas seulement une opération de l'intelligence, c'est aussi une opération qui est parasitée, influencée par un cadre de croyance ou par des émotions. Et ça, on l'a bien vu en les entendant. Et ce n'est pas parce qu'on a des acteurs publics, dont j'ai parlé, des grands acteurs, les États, que ces acteurs ne sont pas sujets à un tel parasitage. Autrement dit, ce qui est très important en matière d'information internationale, comme d'un point de vue général
quand on s'intéresse aux relations internationales ou à la géopolitique, c'est qu'il faut cesser de croire que le comportement des acteurs est un comportement rationnel. On savait déjà qu'ils ont une vision relative de l'environnement. Ils sont dans un environnement de rationalité limitée, c'est ça qu'on dit. Mais aujourd'hui, on sait aussi que des décisions absolument non rationnelles peuvent être touchées par des croyances, peuvent être touchées par des émotions, y compris quand on parle d'État et d'État de grande puissance. Autrement dit, je finis par répondre à votre question. Je trouve la question très intéressante, mais aujourd'hui, on pourrait plutôt répondre négativement parce que des travaux aussi ont bien montré que les acteurs, malgré toute l'apparence d'un État et de la puissance, ne sont pas des acteurs rationnels. Merci. Pour Aurélien, est-ce que la fatigue ne favoriserait pas la croyance dans les fausses informations? Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup interrogé, en fait. Je pense que effectivement, j'ai pas de travaux là-dessus, empiriques, mais je pense que notamment, ça pourrait jouer à travers cette histoire de pensée intuitive, parce qu'en fait, l'idée de la pensée analytique, hein, c'est très schématique, mais pour essayer d'un peu de mieux comprendre, on va passer un peu plus de temps à traiter l'information et on va essayer, ça demande un certain effort en fait. Et cet effort-là, cet effort cognitif, on n'a pas forcément envie de le faire lorsque, par exemple, on rentre d'une journée de travail, on est fatigué, lorsqu'on a, je sais pas, enfin, par exemple, les enfants à la maison, quand on est en situation de confinement. Donc, effectivement, il y a des facteurs comme celui-ci qui peuvent avoir un impact important. Sur cette question-là, voilà, il n'y a pas de travaux spécifiques, mais moi, c'est une question que je m'étais aussi posée et je pense que ça peut être très intéressant à étudier. Super. Ne vaut-il pas mieux accroître la confiance envers les sources fiables au lieu de focaliser notre attention sur le problème de la désinformation? Alors ça, je ne sais pas à qui c'est adressé, mais si vous voulez répondre, manifestez-vous. Moi, je veux bien répondre à cette question, et puis je pense que tout le monde aura des choses à dire. Mais c'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut voir aussi que il y a une guerre de légitimité et que on peut pas faire comme si, enfin, voilà, il y a des individus qui sont en crise de confiance par rapport aux médias et qui sont par ailleurs très intéressés par l'information, qui sont vraiment désireux de s'informer, qui sont désireux de s'exprimer aussi, et qui vont aller chercher d'autres sources d'information. Donc, le problème, c'est qu'on voilà, on peut pas esquiver le fait qu'il y a des médias aujourd'hui, alors peut-être qu'il ne faut pas les appeler des médias, je ne sais pas, mais parce qu'il y a une certaine légitimité à utiliser le mot média, un prestige. En tout cas, il y a des sources d'information, des émetteurs qui aujourd'hui euh, propose un contre-modèle informationnel, en fait. Davantage lié aux opinions, notamment, mais c'est un contre-modèle et qui va jouer aussi sur le côté économique. Donc, en fait, il y a quand même une compétition. Et cette compétition, je pense qu'il faut la prendre en compte. Et je laisse mes collègues consulter. Quelqu'un souhaite-t-il rajouter quelque chose? Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Aurélien et ce que disait tout à l'heure Anne-Lise. Évidemment, l'objectif, ça n'est pas de se concentrer sur la partie de la répression, mais c'est aussi la question de l'éducation aux médias qui a été abordée tout à l'heure, c'est-à-dire que une éducation qui se fait dès le plus jeune âge, parce que en fait, les adolescents sont de plus en plus vite, comment dire, ont en leur possession des moyens d'information de plus en plus tôt. Ça peut passer par l'école. Et c'est une formation aussi qu'il ne faut pas oublier de continuer dans la formation universitaire. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on s'emploie à faire dans les enseignements, c'est-à-dire toujours de continuer cet enseignement. Mais comme le disait Aurélien, malheureusement, le fait est que le nombre de personnes qui ont accès à ces formations et à côté, les entreprises de désinformation, il y a eu un déséquilibre qui est total. Donc, on ne peut pas malheureusement occulter la partie aussi répressive. Merci. Il y a eu une réaction dans le chat. Les jeunes ne sont-ils pas sujets à avoir une pensée intuitive à la différence des adultes en raison d'une maturation en cours au niveau cognitif et donc plus susceptibles de croire aux fake news, enfin, croire aux fake? Je ne sais pas s'il y a des études qui sont réalisées
au niveau universitaire. Après, nous, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on constate. Au niveau des jeunes, il y a vraiment une hétérogénéité. Ça dépend vraiment du niveau d'éducation, ça dépend de l'environnement familial, ça dépend de beaucoup de paramètres en fait, sociaux, familiaux, éducatifs, etc. Et on peut aussi bien retrouver des adultes qui se laissent complètement berner par des fake news. Et tous, dans l'association, on est une quarantaine, hein, et tous, on a tous des exemples régulièrement de gens dans notre entourage qui sont des adultes, qui sont dans nos âges et qui se font avoir par des fake news, là où des plus jeunes ne se seraient pas laissés avoir. Donc, il n'y a pas de règle. Enfin, nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas affirmer ça, en fait. C'est vraiment une question d'approche, de culture du milieu. D'avoir des outils de raisonnement. Et voilà. Et ça, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des études qui disent autre chose. Je laisse les experts parler. Théodore, vous voulez peut-être rebondir sur ça? J'ai cru. Non, oui, bien évidemment, effectivement, il y a une trajectoire développementale, mais c'est vrai que la réponse d'Anne-Lise, en fait, c'est vrai que ces modes de pensée, c'est plutôt des stratégies de traitement d'information qu'on retrouve chez le jeune adulte, voilà, à partir du moment. Et donc, en fait, c'est plus c'est pas l'âge en tant que tel, mais c'est plus la situation dans laquelle on se trouve ou des facteurs, voilà, socio-émotionnels, etc., qui vont faire qu'on va shifter vers un ou l'autre mode, en fait, de traitement d'information. Super. Il y a une question, si les émetteurs institutionnels sont irrationnels, quelle confiance peut-on avoir dans ce qui est ou peut être décrit comme étant la vérité? Je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs à répondre, dit l'homme prudent. En fait, derrière l'information, il y a un enjeu vraiment majeur qui est une immense question qui est purement philosophique. Et c'est une question ouverte. C'est qu'est-ce que c'est que la vérité? Le droit a l'air de nous dire, je dis bien a l'air, de nous dire qu'il y a des vérités qui sont indépassables. La question de la loi de la manipulation de l'information, je ne sais pas son appellation, loi sur la manipulation de l'information, suppose, ça a été une des critiques d'ailleurs qui a été faite à la loi, c'est que finalement, c'est une première loi enfin, il y avait, laissons passer. La loi de manipulation de l'information laisse entendre finalement qu'il y a quand même une vérité. Bon. C'est un immense débat philosophique qui remonte à la naissance de la philosophie d'ailleurs. Et la façon dont vous posez la question m'amène à une réponse finalement très sceptique parce que je ne crois pas qu'une autorité publique puisse établir qu'il y a une vérité de référence. Alors, ce n'est pas exactement ce que disent les pouvoirs publics, ils reconnaissent qu'il y a une liberté à émettre des opinions, mais finalement, lorsque ça a été dit tout à l'heure par Clémence Paugère, en réponse à une question, quel est le critère de jugement du juge? Elle a dit, c'est sa subjectivité finalement. Bon, on va essayer de caractériser au mieux la situation, ça c'est certain, c'est pas l'opinion du juge, c'est le raisonnement du juge. Bon. Mais finalement, tout ça est assez subjectif. Et donc, en fait, je pense que ma réponse un peu trop longue, je la termine tout de suite, sera peut-être un peu déceptive, c'est que je suis, moi, assez hostile à cette idée qu'il y a des vérités et que l'on puisse protéger, même si, à mon avis, il y a une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire que ce que je disais au début, on ne dit pas qu'il y a une vérité et qu'il y a des vérités, mais de fait, implicitement, il y a des vérités quand même. Et c'est un véritable problème. Je parle dans le domaine des opinions et de l'information. Le fait que 1 + 1 = 2, c'est une forme de vérité, c'est une vérité scientifique qui peut être démontrée, répliquée. Dans le domaine qui n'est pas démontrable principalement par la mathématique, tout ça est très relatif. Voilà. Je pense que c'est une réponse décevante. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter un petit commentaire à cette réponse, déjà très fournie?
Il y a une autre question, c'est l'information scientifique et Ah, c'est fait. moi, je voulais juste... Oh pardon, j'ai pas vu le. Pardon. Oui, j'avais levé la main. Allez-y. Non, c'est très rapidement, je rejoins, en tant que journaliste, je rejoins ce que vient de dire Monsieur Laurent. Après, quand on parle vraiment de notion de vérité, on rentre vraiment dans un débat philosophique de savoir qu'est-ce que c'est que la vérité. Et on sait que par principe, enfin, en prenant des raccourcis, on sait qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. En journalisme, on ne parle jamais de vérité, on parle de faits, en fait. On parle d'une information factuelle. C'est-à-dire qu'on donne des faits, on relate des faits. Qui ne sont du coup pas des opinions. Et après, eh ben, ça devient ou pas une vérité en fonction de si on décide d'y adhérer ou pas. Mais après, voilà, c'est selon comment le spectateur, le lecteur, etc. le reçoit. Voilà, j'arrête là. Merci. Une dernière, et c'était plus une réaction qu'il y a eu pendant l'exposé de Sébastien Yves Laurent. Dans ce cas, l'information aurait un rôle dissuasif avant la guerre. Vous avez fait part dans votre exposé de cette partie-là. Si vous souhaitez réagir. Ah, on ne vous C'est entend pas. doctrine. Ça a Il y a bugué au début. une petite latence. Ouais. Là, on m'entend? Voilà. Oui, c'est bon. Je vais être très rapide puisque la fin de l'heure arrive. Oui, alors ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que dans ceux qui pensent la guerre, c'est-à-dire une minorité de gens, ceux qui en sont spécialistes, les militaires, qui pensent le conflit ou la guerre, hein, on va dire conflit armé ou guerre, on va considérer que c'est synonyme, il y a une volonté très souvent d'éviter la guerre. Hein, c'est ce qu'on appelle remporter la guerre avant la guerre. Et finalement, une grande idée du grand penseur de la stratégie occidentale, qui s'appelle Clausewitz, au début du 19e siècle, à peu de choses près, c'est ce qu'il disait. En fait, ce n'est pas du tout quelqu'un qui était favorable à la guerre. Il disait, si on peut imposer sa volonté à un autre acteur, sans faire la guerre, c'est encore la situation la plus désireuse. Et quand on regarde la pensée stratégique non occidentale, je pense à la pensée stratégique chinoise, Sun Tzu, 5e siècle avant Jésus-Christ, hein, au moment justement du miracle grec qui fait naître la philosophie, eh ben, on a un auteur qui est un général chinois qui dit exactement la même chose, qui dit que si on peut éviter la guerre, il faut éviter la guerre, et on peut imposer sa volonté à l'adversaire ou à l'ennemi par des moyens qui sont, ne nous dit pas Sun Tzu, mais ça revient à ça, qui sont aussi des moyens d'information. Mais c'est déjà une perspective offensive sur l'information. C'est-à-dire qu'on va chercher à persuader quelqu'un de l'intérêt. La partie A va chercher à persuader la partie B de l'intérêt, d'avaliser ce que pense A. Et c'est déjà la rencontre de deux informations qui sont pensées, enfin en tout cas de l'information et d'une réflexion, qui est pensée comme offensive. Donc la guerre n'est pas inéluctable dans la guerre de l'information. Elle est même parfois, on peut même parfois essayer de l'éviter. Eh bien, merci à tous. On va arrêter le webinaire là parce que ça touche à sa fin. Donc, on n'a pas le temps de prendre plus de questions. Désolée pour ceux qui resteront sur leur fin. Je voulais remercier nos intervenants pour leur présence aujourd'hui à ce webinaire et pour les exposés qui nous ont fait. C'était très intéressant. Donc, merci de votre participation à tous, vraiment. Je remercie aussi les participants d'avoir suivi ce webinaire tout le long. Vous aurez la possibilité de le retrouver en version vidéo sur la page YouTube du département Changes. Donc, je mettrai aussi sur le site web. Vous pourrez donc le revoir et vous repasser ces beaux moments tous ensemble. Je mets donc fin à ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite une très, très bonne soirée à chacun. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.